Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur francboisselut.com. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très important si vous souhaitez investir dans un nouvel appareil photo, acheter votre premier appareil photo ou éventuellement renouveler votre matériel. On va parler du choix d'appareil photo, mais surtout de quelle taille de capteur choisir pour votre appareil photo. Et on va parler bien sûr donc des tailles de capteurs, toutes les tailles de capteurs qui peuvent exister. Je vais essentiellement me focaliser sur les tailles les plus grandes en partant de 1 pouce jusqu'au grand capteur. On verra les avantages, inconvénients de chaque capteur et puis dans quelles situations seront mieux adaptés certains capteurs et d'autres capteurs, donc des modèles d'appareils photo. Cette vidéo sera un petit peu plus longue que celle de d'habitude parce que le champ vraiment est très grand avec toutes ces tailles de capteurs et puis les hybrides, les réflexes et expliquer les avantages, les inconvénients de tout ça. Donc si vous êtes passionné, tant mieux. Si vous voulez la regarder en plusieurs fois, allez-y. Si vous voulez retrouver l'article complet, il est disponible tout simplement sur mon site internet francboisselut.com. Vous arrivez sur la page d'accueil. Il vous suffit de cliquer sur blog ici, il suffit de cliquer dessus et vous avez l'article complet très détaillé sur le choix que vous pourrez faire avec les avantages et inconvénients. Si vous souhaitez en plus télécharger le guide pour arrêter de faire des photos floues, vous avez un guide gratuit de 9 pages avec comment stabiliser correctement votre appareil photo, choisir la bonne vitesse d'obturation pour des photos bien nettes et choisir le bon mode autofocus avec quel collimateur choisir. Donc vous avez tout ça dans ce petit guide gratuit. Donc le choix d'un appareil photo c'est important, le choix du capteur est important parce que le rendu de vos photos ne sera pas pareil en fonction de la taille du capteur. Et la première raison pour laquelle vos photos sont différentes, ce sera la profondeur de champ. Plus le capteur est petit, plus la profondeur de champ est grande. Par exemple sur un téléphone portable, le capteur est très petit, c'est net partout, du premier plan à l'arrière-plan. Donc ça c'est une des incidences majeures sur le rendu de vos photos. En deux, ça va être le facteur de recadrage. Pour avoir un vocabulaire commun au niveau du champ de vision des objectifs, par exemple quand on parle d'un 35 mm qui est très utilisé en photo de rue, que les grands photographes français utilisaient comme Henri Cartier-Bresson, le fameux 35 mm idéal pour la photo de rue, il va falloir convertir cette focale d'objectif en fonction de la taille de votre capteur photo. Je vous donne un exemple rapide. Si vous avez un capteur micro 4 tiers équipé d'un 25 mm, le champ de vision sera l'équivalent d'un 50 mm. Si vous voulez choisir vos objectifs, il va être essentiel de connaître votre facteur de recadrage. Ne vous inquiétez pas, c'est très facile. La troisième incidence sur le rendu de vos photos, ça va être la sensibilité à la lumière. Plus le capteur est petit, moins il est sensible à la lumière. Plus le capteur est grand, plus il est sensible à la lumière. Voilà, ça se comprend très bien. Vous avez une petite épuisette, vous captez beaucoup moins de poissons. Vous avez une grande épuisette, vous captez beaucoup de poissons. Et ça, l'incidence que ça va avoir, ça va être la sensibilité, surtout dans les basses lumières. Donc plus le capteur est grand, plus vous réussirez à capter de la lumière faible. C'est normal. Comme je vous ai dit, le capteur est plus grand. Donc ça veut dire qu'au niveau de qualité d'image, ce sera nettement mieux d'avoir un grand capteur. La quatrième incidence, c'est la dynamique de capteur, on appelle ça. Plus le capteur est grand, plus il aura la capacité de restituer une grande gamme de tonalités. Des traits blancs très purs aux traits noirs très foncés, les grands capteurs vont être capables de restituer beaucoup plus de nuances. Mais le problème dans tout ça, c'est effectivement il y a des avantages et des inconvénients, mais le prix varie souvent en fonction de la taille du capteur. Plus le capteur est grand, plus les appareils photo sont chers. Donc quel choix faut-il faire? Est-ce qu'il y a vraiment une grosse différence de qualité d'image? Est-ce qu'il est nécessaire d'investir dans un grand capteur? Je vous explique tout ça. Voici une photo qui représente toutes les tailles de capteurs disponibles. On va les classer bien sûr du plus petit au plus grand. Avec le plus grand, on a du moyen format, on appelle ça. Le capteur 24-36, c'est, on va dire, c'est 24-36 et 24 mm par 36 mm. C'est la même taille que la pellicule photo. En dessous, un petit peu plus petit, c'est à peu près 2 fois en surface plus petit. On appelle l'APS-C qui équipe bien sûr beaucoup de réflexes et beaucoup d'appareils hybrides. Nous avons ensuite le micro 4 tiers qui est à peu près 4 fois plus petit en surface que le 24-36, qui équipe pareil une large gamme de photos, d'appareils photo hybrides.
Nous avons en capteur 1 pouce essentiellement compact expert ou des bridges aussi, hein, se fait les bridges. Donc qu'est-ce que c'est qu'un bridge? C'est un compact avec un gros zoom. Et au-delà, on va parler de très petits capteurs avec les compacts dont le marché est en train de mourir tout simplement et d'être remplacé par les smartphones. Donc je vous en ai parlé en introduction, le principal défaut, ça va être justement sa taille qui va faire que il va capter vraiment difficilement la lumière. Donc les qualités d'image sera vraiment mauvaise en basse lumière. Dès qu'on est en nuit, en photo de concert, en photo vraiment en intérieur, en fin de soirée, vaut mieux oublier son smartphone pour faire des photos. Par contre, en voyage, quand l'ensoleillement est correct, quand la lumière est correcte, suffisante, vous allez pouvoir réaliser des photos sympas. L'inconvénient encore, ça va être la profondeur de champ, elle va être très grande. On peut le considérer comme un inconvénient ou un avantage. Ça va être idéal en paysage parce que là, il n'y a pas trop de problème de mise au point, on va dire. La zone sera très nette du premier plan à l'arrière-plan. Par contre, si vous voulez réaliser des portraits, là, avec les fameux flous d'arrière-plan, vous serez vraiment bloqué, voire c'est presque impossible de le faire. Quoique, ça commence à arriver les doubles objectifs sur les smartphones. Et avec un procédé logiciel, eh ben, il va recréer du faux flou d'arrière-plan. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il prend une espèce de deux photos à l'aide des deux objectifs. Il les superpose pour donner un rendu comme ça, portrait qu'on peut avoir sur certains boîtiers. L'autre inconvénient, ça va être l'absence de zoom, hein, puisque bien sûr, si vous, des fois j'en vois comme ça qui zoom, mais vous détériorez l'image, c'est juste un zoom numérique, c'est comme si vous agrandissiez l'image, mais sans vraiment faire de zoom optique, c'est vraiment la différence. Le meilleur zoom, ce sera bien sûr vos jambes d'avancer et de reculer. Bien sûr, l'autre inconvénient, c'est que vous ne pouvez pas changer d'objectif, si ce n'est que sur certains modèles, vous avez deux objectifs. L'inconvénient, ce qui peut être un inconvénient, c'est que vous n'avez pas de viseur, vous êtes obligé de viser comme ça. Donc des fois, quand c'est très ensoleillé, ça va être un petit peu compliqué. Mais par contre, au niveau des avantages, moi, je trouve que le meilleur appareil photo, c'est celui qu'on a sur soi, dans la poche, tout le temps glissé. On n'a pas besoin de sortir son sac à dos, un gros boîtier qui va prendre de la place, qui va être lourd. Et bien, on l'a toujours sur soi, donc c'est très facile de prendre des photos. Donc l'avantage, hein, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est aussi un inconvénient, c'est la grande profondeur de champ. Donc pour faire des paysages, on va avoir une zone de netteté très grande. Ça peut être aussi un avantage grâce à sa distance de mise au point très proche. On peut faire une mise au point, aller autour de 5-8 cm à peu près avec ce type de téléphone, contrairement à certains boîtiers et certains objectifs où des fois il nous faut minimum 1 mètre de mise au point. Autre avantage, on a une stabilisation de plus en plus sur les capteurs. Stabiliser, ça veut dire que si vous bougez un petit peu ici, voilà, ça va compenser les mouvements de votre appareil photo. Les appareils photo à capteur 1 pouce, ce sont souvent des compacts qui sont un peu plus élaborés. Ils ont pris le segment haut de gamme, on va dire, des appareils photo compacts. Ils sont équipés souvent d'objectifs de qualité ou alors même d'objectifs à longue focale, comme les bridges par exemple. Leur avantage, c'est qu'ils sont très compacts, donc ça peut se glisser dans la poche. On les emmène en voyage facilement. Il y en a même qui sont équipés d'un viseur électronique, donc plutôt confortable hein, quand on veut viser à travers, avec une visée à l'écran qui est de très bonne qualité, notamment je pense la série RX qui présente un boîtier très compact avec des optiques de qualité. Ils ont aussi des fonctions vidéo, on va dire assez élaborées, qui vont vous permettre même de tourner en 4K. Donc c'est l'outil idéal pour la photo de voyage, pour la macro, pour la photo de paysage. Certains modèles n'ont pas de viseur électronique, donc ça peut être un inconvénient. Attention à la qualité du viseur électronique toutefois. Les prix du coup sont parfois élevés parce que justement comme les appareils photo compacts sont un peu mis de côté, les constructeurs ont privilégié les appareils photo compacts haut de gamme. Donc comme je vous disais en inconvénient, on pourra très peu changer d'objectif, donc ça peut être un inconvénient pour certains si vous cherchez la polyvalence. Et donc ça va être très difficile d'obtenir une petite profondeur de champ, notamment pour les portraits. L'inconvénient qui peut être non négligeable pour certains voyageurs par exemple, ça peut être l'autonomie des batteries. Prévoir 2, voire 3, voire 4 jeux de batterie si vous voulez tenir plusieurs jours. Les capteurs micro 4 tiers. Je dirais qu'il y a une grosse évolution en ce moment sur les capteurs micro 4 tiers. Il y a notamment Olympus et Lumix qui étendent leur gamme d'appareils micro 4 tiers. Donc on va être sur des appareils hybrides, c'est-à-dire des boîtiers dont les objectifs peuvent se changer, qui ont une visée avec
un écran électronique à l'intérieur, ou on peut alterner entre l'écran ici ou le viseur à l'intérieur. Donc les viseurs sont plutôt de bonne qualité, voilà. Donc vous aurez le choix entre viseur électronique ou pas. Il y a des appareils justement hybrides qui peuvent se faire avec ce type de capteur. Donc la gamme est très large, hein, de l'entrée de gamme, moyenne gamme au très haut de gamme, puisqu'on commence à voir sortir notamment chez Lumix des appareils destinés aux professionnels, notamment aux photos sportives. Leurs avantages, je vous la fais un petit peu plus rapidement. On va avoir un viseur électronique de très bonne qualité et vraiment confortable. Là, il y a vraiment une grosse évolution là-dessus. Donc, il y a une large gamme de choix d'objectifs vraiment pro. On va avoir de la super qualité vidéo pouvant filmer en 4K. Avec des fréquences d'image assez impressionnantes en fonction des modèles, bien sûr. Donc là, ça c'est le GH4, mais le GH5 qui vient de sortir est vraiment l'outil idéal pour les vidéastes. Un autre avantage non négligeable, ça va être les capteurs qui sont stabilisés de plus en plus, notamment dans la gamme Olympus, sur l'OMD EM1. Voilà, le capteur est stabilisé sur 5 axes et là, ça permet vraiment de gagner en stabilité, surtout quand on utilise des objectifs à très longue focale ou alors dans des conditions de lumière un petit peu basses. Autre avantage sur les micro 4 tiers, le système autofocus est plutôt très performant. Il est en plein boom en ce moment. Sur le modèle que j'ai essayé, franchement, il accrochait vraiment bien les skaters que j'ai pu prendre en photo avec leur système de rafale avec du 10 ou du 12 images secondes. Là, c'est presque impossible de rater sa mise au point. L'inconvénient, ça va être plus difficile d'obtenir une petite profondeur de champ. Par exemple, ici, je suis sur un équivalent 50 mm, ouverture 1.7. On aura beaucoup moins de profondeur de champ et en tout cas, la qualité du bokeh, le fameux flou d'arrière-plan, sera quand même un petit peu différent des fameux objectifs à portrait dédiés aux capteurs grand format. Donc, si vraiment vous voulez vous spécialiser dans le portrait, c'est pas forcément sur ce type d'appareil qu'il faut vous tourner. Donc les capteurs micro 4 tiers, ils sont vraiment destinés à un large public, aussi bien débutant qu'intermédiaire ou même professionnel. Pour la vidéo, c'est indéniable. Voilà, ça va être vraiment un investissement très intéressant, très moindre par rapport aux gammes au-dessus d'APS-C ou plein format. Donc ils sont quand même assez compacts, assez légers, donc ça c'est quand même important pour la photo de voyage. Les capteurs APS-C. On va les trouver sur des hybrides et les réflexes. C'est en quelque sorte le capteur le plus populaire du moment. En surface, il est à peu près 2 fois moins qu'un grand capteur, mais on va se rapprocher vraiment en qualité des grands capteurs comme ça, comme les pleins formats. Ces capteurs sont équipés dans des boîtiers destinés à des photographes débutants, intermédiaires ou même pros. Là, ce qui va changer, ça va être la compacité du modèle. On peut voir que chez Fuji, le X-T1 est super compact pour une qualité professionnelle. Moi, je sais que je m'en sers pour mes mariages, par exemple, parce qu'il est très léger, il est très discret, et puis je vais pouvoir adapter des objectifs aussi discrets pour une qualité vraiment optimale. Ensuite, il y a un paramètre non négligeable, c'est l'autofocus qui est plutôt très réactif. L'autofocus sur les hybrides est plutôt très performant. Donc on va avoir une bonne gestion du bruit numérique aussi, étant donné que les capteurs sont un petit peu plus grands, ils vont être plus sensibles à la lumière, et là, la qualité d'image dans les basses lumières va être nettement meilleure. Autre avantage aussi, c'est qu'ils sont quand même moins chers que les boîtiers plein format. Notamment sur les appareils entrée de gamme, moyenne gamme, on va vraiment avoir des prix très abordables. On aura aussi du très haut de gamme avec notamment des appareils comme chez Nikon, on a le D500 qui est en APS-C destiné plutôt aux professionnels. On va avoir le Fuji X-T1 qui est destiné plutôt aux professionnels avec capteur APS-C. Bref, il y a toute une gamme où vous pourrez trouver vraiment votre bonheur là-dedans. Bien sûr, on pourra avoir une large gamme d'objectifs. On aura des modes vidéo et ralenti assez impressionnants aussi sur les modèles hybrides. Sur les modèles réflexes, ça va être un petit peu plus limité. Là, je dirais l'avantage à l'hybride pour la vidéo. Si vous voulez vous destiner à la vidéo, c'est plus vers un hybride qu'il faut se diriger. Et sur certains modèles aussi, plutôt haut de gamme, on va avoir des capteurs stabilisés. Donc ça aussi, un avantage. L'inconvénient sur certains APS-C, c'est ce que je vous disais, les modes vidéo qui sont vraiment très limités, notamment au niveau de l'autofocus. On ne va pas avoir de suivi, on ne va pas avoir de stabilisation. Donc ça, renseignez-vous si vous voulez vraiment vous destiner à la vidéo. On va avoir des prix parfois élevés sur des modèles haut de gamme, mais bon, c'est ça le prix de l'exception.
L'inconvénient, c'est sur certains appareils réflexes, forcément, ils vont être beaucoup plus encombrants et beaucoup plus lourds. Voilà, le réflexe, c'est ce que je vous disais, hein, c'est celui qui a le petit front assez gros avec un miroir à l'intérieur. Donc forcément, le boîtier va être beaucoup plus grand. Donc en voyage, ce sera plutôt un inconvénient. Là, je dirais bon point pour l'hybride qui va être très compact. Autre inconvénient, si vous choisissez un réflexe, pareil, les objectifs vont être plutôt plus grands. Il y a certains modèles, on les appelle les pancakes, qui vont être très réduits. Mais globalement, objectif plus boîtier réflexe vont être beaucoup plus gros et beaucoup plus lourds que objectif plus boîtier hybride. Mais l'inconvénient sur les hybrides, par contre, ça va être l'autonomie des batteries. Donc renseignez-vous, voilà. Sur les réflexes, on va avoir une superbe autonomie. Voilà, ça consomme beaucoup moins, étant donné qu'il y a beaucoup moins d'électronique. Voilà, pas d'écran arrière, en tout cas en continu, pas de viseur électronique, donc ça va consommer beaucoup moins. Sur les hybrides, là, par moment, je dirais que c'est un petit peu le point noir, même si ça commence à évoluer sur certains modèles. Donc le plein format, c'est un peu le must, hein, bien sûr, hein, c'est un petit peu l'idéal que tout faudrait avoir. L'avantage, les avantages, c'est bien sûr une très bonne dynamique de capteur. En plus, la technologie évolue de plus en plus avec des capteurs BSI, donc rétroéclairés, qui captent encore mieux la lumière, qui ont une meilleure sensibilité, encore une meilleure montée en ISO, une meilleure sensibilité à la lumière. Donc on a une montée en ISO très performante, ça veut dire qu'on pourra avoir des vitesses d'obturation suffisamment grandes, même avec des faibles luminosités. Sur les réflexes, on va avoir une grande autonomie des batteries, ça c'est ce que j'aime beaucoup. Voilà, on peut rester une journée sans problème avec la même batterie. Si vous devez partir dans le désert plusieurs jours, le réflexe est plutôt adapté à votre pratique. Bien sûr, on va profiter de la large gamme d'objectifs disponibles chez les grands constructeurs, Canon, Nikon, Sony, etc. Alors si vous devez investir dans un appareil, dans un boîtier, n'oubliez pas de regarder le prix des objectifs correspondant à votre boîtier. Parce que souvent, on a envie d'évoluer et d'augmenter son parc d'objectifs. Donc ça peut arriver que certains boîtiers soient très peu chers et que les objectifs soient très chers. Donc c'est bien de regarder un petit peu le tout quand même. Là, on va pouvoir profiter des superbes profondeurs de champ assez réduites avec des objectifs à portrait. Mais on va avoir vraiment une belle qualité de flou d'arrière-plan. Donc si vous vous destinez au portrait, plutôt privilégier le plein format, voire l'APS-C avec des objectifs à grande ouverture. L'autre avantage, en voyage, ça va être le fait que vous êtes en plein format, donc il n'y aura pas de facteur de recadrage. Donc notamment quand vous voulez des 15 mm, donc des super grands angles pour faire des magnifiques paysages, si vous montez sur un APS-C, ça vous fera aller du 23-24 mm en champ de vision, un peu plus réduit. Si vraiment vous vous destinez à la photo de paysage, vraiment avec des super grands angles, avec un traitement numérique et pointu, et puis vous recherchez vraiment un détail et vraiment une qualité optimale, je vous conseille plutôt d'acheter un plein format avec des très belles optiques à très grand champ de vision, donc à petite focale. Sur les hybrides plein format, on va avoir un autofocus vraiment performant parce qu'on va avoir deux systèmes à détection de phase et à détection de contraste. Et souvent, le nombre de collimateurs est de moins en moins réduit. Donc, vous allez avoir presque tout le champ de vision qui va être rempli de collimateurs. Et on va avoir même du suivi notamment sur les yeux, sur la reconnaissance de visage. Donc ça, c'est les appareils hybrides qui sont vraiment à la pointe en ce moment. Donc les hybrides plein format, notamment, je pense à Sony. Et Canon et Nikon viennent de sortir récemment leur hybride aussi plein format. Donc c'est la course un petit peu, là, chacun se tire la bourre. Bien sûr, les budgets sont en conséquence assez élevés. Même si Sony, là, on peut dire que sur la gamme Alpha 7, il y a son premier modèle qui est à moins de 800 €. Donc vous pouvez accéder à un hybride plein format pour à peu près 800 €. Bien sûr, boîtier nu, mais quand même, vous pouvez y accéder. C'est pas non plus réservé à une élite, à des portefeuilles remplis, vraiment remplis partout. Bien sûr, il faudra les équiper en objectifs. Par contre, les objectifs Sony sont assez chers quand même. Les autres avantages, c'est en vidéo, bien sûr, sur les hybrides plein format en vidéo. Là, on va avoir vraiment un niveau assez élevé en capacité vidéo. Canon et Nikon sont un petit peu à la rue sur leurs réflexes là-dessus. Sony est vraiment en avance d'un gros point. Même si Canon, Nikon, avec leur nouvelle sortie d'hybride, la plein format, commence à rattraper son retard. Bon, au niveau des inconvénients, les réflexes plein format sont assez limités en mode vidéo, c'est ce que je vous disais tout de suite. Le prix des boîtiers plein format est plus cher, même si, comme je vous disais, il y a le Sony A7 qui est autour des 800 € et il y a le Canon 6D Mark II qui est autour de 1100-1200 € à peu près. Donc voilà, ça peut être un bon premier pas. L'autre inconvénient, ça va être
Le poids et l'encombrement, c'est très lourd. En plus, si vous équipez d'objectifs assez imposants, vous allez vraiment avoir quelque chose de lourd. Donc en voyage, c'est pas forcément l'idéal. Voilà, il y a un mix à trouver entre le poids, encombrement, l'autonomie de la batterie, comme on avait dit. Concernant un petit peu l'investissement, à champ de vision égale, les longues focales seront plus chères sur les boîtiers plein format que sur les boîtiers APS-C. Effectivement, on ne bénéficie pas du facteur de recadrage. Donc ça peut être un avantage pour la photo de portrait, ça peut être un inconvénient pour la photo sportive par exemple. Donc je vous en parlais aussi tout à l'heure, l'autonomie limitée sur certains hybrides plein format. Le Sony vient de rattraper son retard avec le Sony A7 III qui embarque maintenant une batterie d'une plus grosse capacité qui permet de tenir nettement plus longtemps. Donc voilà un peu le résumé de tout, voilà, les avantages, inconvénients. Donc c'est assez complexe parce que la gamme est très étendue. Donc pour bien choisir, qu'est-ce qu'il faut faire? Vaut mieux vous poser par exemple ces 3 questions. Quel est votre usage principal de la photo? Principal, je dirais. Ou alors pensez à plus long terme, à plusieurs années. Est-ce que vous voulez vraiment vous diriger vers le portrait, vers la photo de rue, vers la photo de voyage? Mais globalement, est-ce que vous avez une activité, une préférence particulière? S'il n'y en a pas forcément, je dirais, il n'y a pas besoin forcément d'aller vers le plein format. Voilà, les appareils APS-C, voire micro 4 tiers peuvent s'en sortir quand même largement. Le micro 4 tiers avec des objectifs à grande ouverture, vous pouvez y arriver. Ou alors à longue focale et grande ouverture. Voilà, vous pouvez y arriver aussi. Les APS-C sont presque au niveau du plein format. Je dirais pour la profondeur de champ, on va perdre un petit peu de cette profondeur de champ, mais toujours on pourra compenser avec des objectifs à grande ouverture. Donc posez-vous ces questions. Est-ce que vous allez travailler dans des conditions de lumière vraiment particulière, vraiment très limitée? Vous destinez un usage professionnel, par exemple en photo de spectacle, en photo où vous avez besoin d'une vitesse d'obturation très élevée, en photo sportive par exemple. Voilà, est-ce que vous destinez un type de photo? Posez-vous ces questions-là. À qui sont destinées vos photos? Est-ce que c'est pour un usage personnel ou dans un cercle, on va dire, familial, des amis? Est-ce que vous destinez par contre à travailler dans un studio mode, à travailler pour des photos de mode, à travailler pour des publicitaires? Dans ce cas-là, si vraiment vous êtes amené à travailler pour des professionnels qui ont besoin de faire des tirages, des impressions très grand format, là il n'y a pas photo. Vous devrez vous diriger vers du plein format, voire plus grand. Si vous dessinez un travail d'auteur, je dirais qu'il n'y a pas non plus là forcément besoin de passer sur du plein format. L'APS-C, micro 4 tiers, on peut le faire largement. Si vous dessinez à la photo de rue, micro 4 tiers, 1 pouce, allez, j'ai tendance à avoir une préférence à partir de la taille du micro 4 tiers. Le 1 pouce, je trouve ça un petit peu limité, même si on peut obtenir quand même de belles qualités d'image. Mais je trouve que l'investissement, voilà, est à peu près l'équivalent que sur du micro 4 tiers des appareils moyenne gamme. Et surtout, une question très importante, c'est quel budget voulez-vous investir? Plusieurs milliers d'euros, ça va être une question aussi qui sera très importante. Voilà, donc je vais vous partager moi les appareils que j'ai, ça va peut-être pourquoi pas vous donner des indications. Donc j'ai un Canon 5D Mark III. Moi j'aime beaucoup le portrait, j'avoue. Je me destine, on va dire, beaucoup plus à la photo de portrait. Donc c'est pourquoi je privilégie plutôt le plein format. Je fais aussi pas mal de photos de spectacle, donc aussi la montée en ISO, j'en ai besoin. Donc je privilégie pour l'instant le plein format. Alors ces gammes d'appareils sont en train d'évoluer. Je sais qu'il y a les hybrides qui sont en train de pousser, les hybrides plein format. Je vais peut-être commencer à faire la bascule pour pouvoir profiter de leur système autofocus plus performant que sur les réflexes tout simples. Les modes vidéo aussi sur ce modèle-là sont quand même assez limités. Sur les hybrides plein format, je vais pouvoir aussi profiter de la stabilisation du capteur, je vais pouvoir profiter du suivi d'autofocus qu'il y a très peu sur les réflexes plein format. Donc j'avoue que l'hybride, en ce moment, l'hybride plein format réunit beaucoup de qualités et beaucoup de situations dans lesquelles moi j'évolue. Donc je fais pas mal de vidéos aussi, des interviews, des petits reportages. Je fais pas mal de portraits, donc le plein format avec des objectifs à grande ouverture, c'est quand même idéal. C'est assez léger aussi du coup, l'hybride est un peu plus compact et du coup assez léger. L'inconvénient qu'il peut y avoir au niveau des batteries est un petit peu compensé avec les dernières batteries qui évoluent. Donc j'avoue que là il y a une grosse évolution de ce côté là. Donc je vais peut-être faire bientôt la bascule vers un hybride plein format. J'ai aussi un Fujifilm X-T1 à capteur APS-C. Donc ça c'est plus destiné au voyage.
Il est super compact, super léger. Ça, on peut presque le mettre dans une poche intérieure. Voilà, j'ai un blouson, je sais que je peux le mettre dedans. J'avais exprès choisi un objectif qui n'est pas trop volumineux. Donc ça, pour aller au contact de la rue, c'est super pratique parce que c'est pas du tout imposant. On n'a pas peur de vous quand vous êtes avec cet petit appareil et vous pouvez presque vous cacher derrière. Donc ça, c'est un peu l'outil des street photographeurs, quoi. C'est vraiment très sympa et puis en plus il est très beau. Il a un look vraiment très sympa, un look rétro qui a son charme aussi du coup. J'ai aussi un appareil micro 4 tiers, un GH4 Lumix, qui est très compact aussi, très léger, qui va avoir des grandes qualités vidéo que ne fait pas par exemple le XT1. Alors sachant qu'on est rendu déjà ici sur le XT3. Le XT3 voilà, a monté en gamme, notamment en vidéo. Là, on va être sur du GH4, le GH5 vient de sortir aussi avec des grosses capacités vidéo. Là, moi je dirais ça me suffit pour le type de vidéo que je fais. Ça demandait un investissement pas trop cher parce que le GH4 peut se trouver à moins de nu, je crois que d'occasion c'est 400 €, un truc comme ça, quoi. Donc avec quelques objectifs dessus, ça peut le faire largement. Surtout que j'ai un adaptateur où je peux justement mettre moi mes objectifs Canon sur le GH4. Donc je bénéficie de la qualité optique Canon et de la qualité, on va dire, vidéo de Lumix. Et bien sûr, celui-là, je ne l'oublie pas, c'est mon smartphone que j'ai toujours dans la poche, toujours prêt à dégainer. Voilà, donc c'est vrai que tout ça, c'est un peu compliqué, c'est pas du tout les mêmes usages, dans les mêmes conditions, donc posez-vous ces questions. Donc il n'y a pas d'appareil photo idéal, hein, comme je vous le disais, il y a votre appareil photo idéal et ça va dépendre bien sûr de vous, de votre pratique, de vos choix et de vos contraintes. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo, très longue, hein, un peu plus longue que les autres. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous êtes d'accord avec moi, eh ben, un petit like sur le pouce bleu, voilà, ça permettra de dire aux autres, allez-y, allez voir cette vidéo-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, allez-y, mettez-le dans les commentaires aussi. Ça permettra d'avoir votre point de vue aussi. Et si vous avez des questions un peu plus particulières, n'hésitez pas aussi. Voilà, je vous remercie, je vous dis à bientôt et puis pour une prochaine vidéo. Ciao!